coopéré aussi avec l'université Alanus de Bonn. Maintenant, elle vit à Prague et donc je vais lui donner la parole pour sa première présentation. Ok, maintenant ça marche? C'est bien. Ok. Merci beaucoup pour la parole et pour m'avoir invité à ce congrès d'aujourd'hui. Pour moi, il est un honneur de pouvoir parler devant vous. Comme vous voyez, je viens de cette région, de l'Europe centrale. Donc pour moi, c'est un grand honneur. Et mon, ma présentation s'appelle Sommes-nous prêts à entendre les voix? Je m'occupe de l'avant-garde russe et donc je voudrais commencer avec la Russie. À Nijni Novgorod, Nijni Novgorod était une ville de la province de la Russie où il y avait plusieurs expositions, plusieurs foires avec des milliers de visitateurs qui venaient de plusieurs pays de l'étranger. Et à partir de 86, à Nijni Novgorod, il y a eu une exposition russe sur l'industrie et sur l'art en général. Et il voulait que cette exposition montre la Russie comme un pays culturel, comme un pays qui n'est pas derrière les autres pays occidentaux. Mais quelque chose de inattendu s'est passé. Un peintre inconnu, Michael Ruber, a présenté ses œuvres au jury et le jury a refusé ces œuvres parce que, d'après le jury, elles ne satisfaisaient pas les critères pour la présentation. Robert devait savoir que ce n'étaient pas des peintures formelles parce qu'il utilisait des motifs religieux et le jury pensait voyait les choses différemment parce que la Russie était vue comme un pays progressiste, donc les icônes religieuses n'étaient pas bien acceptées. Mais après le refus, malgré le refus, après les peintures ont été présentées et dans un pavillon particulier, un pavillon à part, avait été fait construire par le milliardaire Sabanto. Et ça, c'était un scandale. Il y avait des articles contre ça sur tous les journaux. Surtout Maxime Gorky avait critiqué ce geste. Et les dames qui parlaient français dans les salons de Saint-Pétersbourg tout le monde parlait de Rourbel, mais seulement en cachette. On ne pouvait pas en parler devant les autres. Et parce que c'était un scandale en Russie à l'époque de présenter des icônes religieuses. Et voilà, donc c'était une situation paradoxale qui montre aussi la situation en Russie dans le XXe siècle. Parce qu'en Russie, dans le XXe siècle, il y avait des gens qui avaient étudié dans les universités, des aristocrates, surtout les représentants de la haute bourgeoisie de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Et ces aristocrates se voyaient critiquement l'art occidental parce que la plupart de la population russe connaissait seulement la tradition orthodoxe russe, les icônes. Donc il y avait deux formes de connaissances, deux formes d'art qui existaient parallèlement dans le pays. Il y avait des gens qui avaient une éducation orientée vers l'Ouest, vers l'Occident, dominant dans le domaine de la culture, surtout à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et qui fermaient les yeux devant la production de leur pays, devant la production originelle russe. Ils étaient contraires à toute initiative qui voulait présenter l'iconographie russe, parce que eux, ils la voyaient comme des endommagements de la réputation russe vis-à-vis du reste du monde, parce que la Russie devait être vu comme un pays progressif. Et vous voyez ici à gauche, il y a une peinture de Vroubel de 1890. Voilà, à côté, il y a le milliardaire qui avait fait construire le pavillon, Mamonto, il s'appelle Sava Mamonto. Et à côté, il y a une image, une icône du XVe siècle. Donc,
Je m'explique mieux, c'était quelque chose de pas acceptable pour le jury de l'exposition. C'est pour ça qu'au début, ils avaient interdit cette présentation. Vroubel meurt en 1910. Il n'a jamais eu la possibilité de présenter ses œuvres publiquement. Et puis, il y a aussi Ilya Repin, un autre peintre qui utilisait le style réalistique de l'Ouest occidental d'après le modèle parisien. Et selon le président de l'Académie de Saint-Pétersbourg, lui, il peignait des portraits très chers, qui coûtaient très cher pour les riches, les aristocrates, les bourgeois, aussi pour la famille du tsar de Russie. Et ces images, ces portraits, comme vous les voyez ici sur l'écran. D'un côté, il y a un portrait de Repin et à côté des peintures de Vroubel. Et vous voyez des différences. Vous voyez que dans les peintures de Vroubel, il y a une conception de la structure, une perception différente comme dans les icônes. Alors que de l'autre côté, il y a un fond abstract. Et on est encore à la fin des années 80 du 19e siècle. Et on retourne à Repin. Il y a une œuvre importante qui avait été vendue au tsar, à la famille du tsar. C'est un des ouvrages les plus importants et plus célèbres en Russie. Et ironiquement, Repin, ensuite, il avait été considéré comme le fondateur d'un mouvement, surtout Gorky l'avait considéré le fondateur du réalisme socialiste. Voilà, c'est donc très ironique. Et les choses ont commencé à changer au début du XXe siècle. Il y avait déjà une nouvelle génération d'artistes, de scientifiques et de musiciens aussi. Et voilà, c'était un groupe qui était étroitement connecté au style des icônes de la campagne, de la province. Par exemple, Natalia Gontsarova, Vladimir Tatlin, Mikhail Larion ou Kazimir Malevich, qui dans sa biographie, on parle aussi de l'existence de deux conceptions parallèles de l'art. Donc d'un côté, il appelle la peinture réalistique, et pour Malevich, il s'agit d'un art privilégié, et de l'autre côté, il y a l'art des icônes, c'est-à-dire l'art de la campagne, de la province de la Russie. Moi, quand j'ai lu cette biographie, j'ai tout de suite compris que je veux étudier l'art de la campagne. Et tout ça, dans le cadre de l'art de cette génération, dérivait aussi des créations de Vroubel, et il ne voulait pas qu'on prenne donc des modèles de la culture occidentale. Et ces artistes, ils cherchaient une propre identité culturelle, et ils étaient soutenus dans la critique aussi par Dostoïevski, par le célèbre écrivain Dostoïevski, qui a écrit plusieurs critiques sur l'art, qui n'ont été pas encore traduites dans les langues étrangères. Et puis, il y avait aussi le philosophe Vladimir Soloviev qui soutenait aussi ce retour à l'iconographie, à l'art de la vraie Russie. Et lui, il avait critiqué au début du siècle l'approche moderne de l'Europe occidentale, parce que lui, il la voyait comme un impérialisme culturel, comme l'hégémonie de la part de l'Ouest. Ceux qui suivaient les pensées de Dostoïevski et de Soloviev, ils considéraient donc Vroubel comme un artiste qui, dans son art, il s'était posé contre l'hégémonie de l'Europe occidentale. Et c'est pour ça que quand on pense à ces artistes comme Malevich, Larionov, Gontsarova, etc., nous voyons comme les relations sont étroitement liées avec aussi les philosophes du temps,
Vroubel avait donc un rôle plus important encore que Cézanne. Il y avait quelqu'un qui considérait Vroubel comme le fondateur du suprématisme, un nouveau mouvement qui était né en Russie. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la situation en Russie au début du XXe siècle reflétait vraiment de façon claire la relation entre l'esthétique occidentale et les autres formations de l'art. Donc, les relations entre la scène occidentale avec les artistes et les curateurs et les critiques d'art qui voulaient dominer, qui comme si voudraient dominer le reste du monde. La relation est pareille, semblable à la relation entre l'homme et la femme dans l'histoire d'art. Je cite, les hommes agissent et les femmes apparaissent. Les hommes regardent les femmes et les femmes regardent avec quel regard les hommes les regardent. Donc c'est la citation de James Gregor qui vient du livre de l'année 1972, Ways of Seeing. C'est un livre qui est très connu parmi les amateurs du féminisme, mais aussi aux autres. Sortant de cette étude et sortant de la psychoanalyse de Jacques Lacan, Mary Ann Donne a posé la question dans un film and the Masquerade, si il y a la possibilité où la femme pourrait s'évader du monde visuel qui est formé dans la majorité des cas par le regard masculin. Et de cette façon, le rôle masculin devient autre. Et puis, il y a des autres deux possibilités. Donne pense que c'est la possibilité d'inventer une certaine mascarade parce que grâce à cela, on pourrait avoir un certain recul qui nous permettra d'identifier les choses bizarres de cette perspective visible. Judy Parker a élaboré la théorie de la parodie comme la possibilité de l'émancipation. Si on regarde le concept d'un regard masculin et féminin, donc la perception passive des femmes, si on applique ce parallèle dans le cadre de l'esthétique occidentale, on voit que ceux qui font partie des autres groupes religieux ou artistiques sont souvent perçus comme l'objet de ce regard, donc comme quelque chose de passif. Donc il devient dans un... il devient partie d'un dilemme avec la vision ou le regard occidental européen ou américain. Donc, ils deviennent des objets passifs. Ils se trouvent dans... ils se trouvent dans une cage. Eleni Chlebnikov, un poète russe, il était l'un des plus illustres personnages de ce mouvement, donc c'est pourquoi je le cite déjà au début. Mais à part Chlebnikov, il y avait aussi des autres artistes comme Gocharova, Larionov, Malovec et Tatlin. Tous eux, ils ont dû faire face à ce dilemme au début du siècle dernier. Ils ont refusé s'identifier avec le regard dominant, avec l'approche dominante, qui était par exemple acceptée à 100% par Lépine. Ils ont voulu laisser être perçus comme des objectifs, comme des objets passifs. Et ils ont voulu
laissé un recul envers cette considération. Et c'est un aspect qui n'est pas répandu, connu jusqu'à maintenant. C'est un aspect de l'utilisation de la parodie. Donc, ils ont travaillé tout d'abord avec les icônes, avec l'iconographie. Vous voyez ici sur les images, il y avait notamment des sujets de la Provence. C'est Natalia Goncharova qui a commencé avec la peinture sortant de l'iconographie, puis c'est Malevich à droite qui a été un admirateur de Goncharova. Donc, lui, 2 ans après, Goncharova a commencé à faire des peintures en utilisant le même style que Goncharova, en utilisant les motifs de la Provence, en sortant de l'iconographie, etc. Les tableaux cubistes, il a fait les tableaux cubistes, puis les tableaux influencés par l'art africain, etc. C'était vraiment une large gamme des styles et des motifs qui ont été utilisés. Vous voyez ici les peintures de M. Malevich. Donc, vous voyez l'influence de différents styles, le cubisme, l'art africain. Il a commencé par l'iconographie et finalement, il est revenu au réalisme. Il a vécu plusieurs phases dans sa vie artistique. En ce qui concerne ces artistes, il y a vraiment une promiscuité en ce qui concerne le style artistique qui était très répandu, très caractéristique pour ces artistes. Malevich, Goncharova et Larion, ils sont apparus aussi dans une performance qui s'appelait Cabaret numéro 13. Ils ont après commencé à préparer des dada performances. Après, c'est Goncharova avec son visage défiguré. Et à droite, vous voyez l'image provenant d'un film. Je pense qu'il s'agit d'un des premiers films de 1914 qui s'appelait Drama dans le cabaret numéro 13. Les textes de Malevich sont pleins d'idées absurdes et poétiques. Khlebnikov, il a été connu par ses performances dominées par la parodie. C'était un style dada-like. John E. Bolt, qui a été l'un des plus grands experts du développement russe, parlait de Tatlin comme un absurdiste et il a appelé Nikolai Pounin, qui était un grand ami de Tatlin, dans Tower, la tour, ou d'absurdité idéologique. Ici, vous pouvez voir cette œuvre, donc la tour, le tower, et puis aussi les photos de performances qui se sont réalisées autour de cette œuvre, parce que lui, Tatlin, il a invité les amis, ils se sont assis autour de cette œuvre, de cette tour, mais pas en face, mais communicate, because if you sit like this, so you cannot communicate. So this was typical for Malevich. He did, for instance, also churches. Aux épaules de cette œuvre. Donc, c'est quelque chose complètement différent de l'œuvre de Malevich. Donc, lui, il était connu par cette approche. Vous voyez, par exemple, une chaise où vous ne pouvez pas vous asseoir, etc. Donc, il était vraiment connu par cette approche. Absurde. C'est pourquoi lui, il a été appelé par John E. Bolt absurdiste et son œuvre, La Tour, a été appelée comme une idéologie absurde. L'un des amis les plus intimes de Bakhtin, c'était Mikhail Hams, qui était membre d'un groupe de poètes
dit absurdiste. Michael Bakhtin. Michael Bakhtin, Also not known. Malevich was je also ne pense pas que Bakhtin c'est because connu. he was a friend of Pavel Ce n'était Medvedev, pas par who pure was coïncidence que living at the time in Michael Vitebsk. Bakhtin a Malevich été was living in Medvedev, was a close en friend relation avec Pavel and, Medvedev. Ils ont vécu scholar of en Bakhtin. Vitebsk, So this is not the accident that comme Michael Malevich, Bakhtin, parce que lui, il a été who was son been rooted in this étudiant. Russian Donc, ce n'était pas movement par is pure led by coïncidence que one Bakhtin, of the most important qui a eu ses racines, qui a trouvé ses racines, ses origines dans ce mouvement, est l'un des plus grands représentants de cette mascarade, de ce mouvement. So, in fact, it is obvious that En fait, il est évident qu'il y avait même d'autres artistes qui n'appartenaient pas à la culture occidentale et qui ont travaillé aussi à la parodie et qui travaillent aujourd'hui encore à la parodie. Dans les années 60 du XXe siècle, on peut parler par exemple de l'artiste brésilien Hélio Oiticica, qui était d'origine africaine. Aujourd'hui aussi, il y a des artistes à Mexico qui utilisent la parodie, par exemple Eduardo Abaroa. La parodie est aussi une stratégie utilisée par un artiste turc comme Fikret Atay ou comme l'autre turc Ferhat Özgur. Mais je ne veux pas parler maintenant de parodie. Je veux parler aussi de l'influence de l'Amérique, de ce qu'on voit, de ce qui est connu dans l'esthétique occidentale, de ce qu'on attend. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les résultats par exemple, d'une exposition à Rio de Janeiro a été aussi quelque chose de parodique, la parodie du langage formel du minimalisme. Et donc, on fait la parodie d'une approche qui avait été utilisée longtemps. Et ici, on a des petites maisons qui sont, par exemple, comme les maisons des favelas de Rio de Janeiro. Donc, c'est quelque chose qui fait la parodie de cette approche. Et certains éléments sont parodisés. Par exemple, vous voyez les palmes ou vous voyez aussi les rideaux. Donc, tout fait partie d'une grande forme de parodie. Et grâce à cette installation, ce livre sur le minimalisme le livre sur le minimalisme, au début, il n'avait pas le nom de cet auteur, de Hélio Oiticica, mais il a été redécouvert plus tard. Et il y a eu une première exposition de ses œuvres qui s'appelle Tropicalia. Donc la première photo faisait partie de la première exposition et la deuxième photo, la photo à couleur, fait partie de la deuxième exposition de Tropicalia. Hier, on a parlé aussi d'un artiste argentin qui a aussi abandonné le modernisme et il avait aussi des œuvres présentées à Tropicalia. Et Oiticica, il a écrit un manifeste important pour l'Amérique latine avec un point de vue critique sur l'approche du modernisme, sur une approche qui venait à l'époque de New York. Et puis, un dernier exemple de l'utilisation de la parodie que je peux vous montrer est un auteur mexicain qui vient de Mexico. Encore une fois, ce n'est pas un hasard, parce qu'il s'agit d'un mouvement qui est relié aussi à Oiticica. Et dans les années 90, dans la scène internationale, Oiticica est devenu très célèbre. Les critiques ont commencé à parler de Oiticica. Et maintenant, il y a un autre artiste de Mexico qui s'appelle Eduardo Abaroa et qui dans les années 90, a parlé d'une façon
pareille. Vous pouvez voir, par exemple, cet obélisque interrompu, un obélisque qui est devenu une icône de l'art contemporain de l'Amérique du Sud. Et lui, il a fait à partir de matériel textile, le même textile qui est utilisé par les Mexicains pour se protéger contre le soleil dans les marchés. Il s'agit de parasols. Et lui, il a fait le voyage du pays avec ses œuvres d'un marché vers l'autre et il parlait tout le temps avec les gens. Il voulait montrer, voulait expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc cela est aussi une parodie, une approche parodique à la tradition américaine, à l'art traditionnel américain. Et ici, on a un autre artiste aussi qui utilise la parodie. Et il s'agit d'un artiste turc, Ferhat Özgur. En Turquie, il y a un mouvement très fort de la parodique. Ferhat Özgur est un des représentants les plus célèbres. Ici, on a une scène d'un film d'une femme musulmane qui chante un texte chrétien, Alléluia. Et encore une fois, il y a la stratégie de la parodie. Et j'étais à Moscou, il n'y a pas longtemps, j'étais à Moscou où il y avait eu la biennale, donc moi j'étais là. Et là, il y a eu plusieurs éléments de parodie. Ici, vous voyez un des exemples de Elena Kobilina. Il s'agit aussi d'un film qui s'appelle Égalité. Et ici, il y a des gens qui ont ramené ces chaises et qui sont sur la même ligne, sur une petite chaise. Et les chaises sont à la même hauteur. Ou on peut dire elles sont à la même hauteur, mais la hauteur les chaises ne sont pas de la même grandeur. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle égalité, parce que à la fin, les gens sont sur la même ligne. Et, comme chanson, ils ont mis l'Internationale communiste. Et ici, il y a aussi une autre œuvre de la Biennale, très intéressante aussi. C'est des auteurs de la Syrie. Qui s'appelle Massasis Mati. C'est en fait le nom d'un groupe d'auteurs. Et ils ont utilisé des approches, des procédures qui étaient utilisées par le Théâtre national des marionnettes de Syrie. Vous voyez ici Assad qui veut résoudre ses problèmes, la peur de quand il était petit, quand il était un enfant. Donc ici, on a la satire. Avec un point de vue critique sur ce qu'il se passe là-bas, avec aussi une sensation d'émancipation et de critique vers la situation actuelle. Et je ne veux pas parler seulement de parodie, mais je veux parler aussi de l'Ouest, et aussi des influences américaines, ou mieux, du point de vue américain. Et qu'est-ce que je pense en effet? L'exemple le plus frappant est l'avant-garde russe du XXIe siècle, comme j'ai dit déjà, et les historiens de l'art de l'Ouest considèrent ce mouvement comme un mouvement moderne qui est né à Paris et qui, en principe, se basait sur des modèles tout à fait occidentaux. Et ils voyaient le mouvement russe comme la confirmation de ses propres opinions, de la domination, de l'hégémonie, de la prévalence de l'Ouest. Et ils voulaient chercher des éléments qui confirment cette domination. Par exemple, dans les peintures abstractes de Malevich, ils aimaient bien les peintures réalistiques qui venaient de certains milieux, mais qui ne venaient pas de la campagne.
Donc seulement une partie des œuvres de Malevich était appréciée. Puis il y avait aussi d'autres œuvres qui étaient appréciées, aussi deux œuvres littéraires. En ce qui concerne Goncharova, là aussi, on a une moitié des œuvres qui sont appréciées et une autre moitié qui n'est pas appréciée. Ils choisissaient en fait tout ce qu'il était d'après eux convenant. Et la même chose concerne aussi Kandinsky. D'après Hörtel, un des directeurs du musée de Berlin, et qui a écrit un livre sur Kandinsky. D'après lui, Kandinsky était un grand peintre, mais ce qu'il a écrit, les écrits de Kandinsky, on ne peut pas les considérer comme des textes sérieux, parce qu'il ne savait pas de quoi il écrivait. Au moins, c'est l'opinion de Ortei dans son livre sur Kandinsky. Kandinsky avait étudié en Russie et il avait étudié le droit. Il avait aussi un doctorat en droit et il était aussi professeur en Russie. Donc moi je pense que lui, il savait bien écrire, il savait de quoi il écrivait, je pense au moins. Et si les critiques de l'art occidentaux prenaient plus sérieusement les textes de Kandinsky, comme les textes de Malevich ou les textes de Jacobson, un ami de Malevich qui tout à l'heure est devenu célèbre au monde comme linguiste, on pourrait voir que il y a une véritable parodie des paradigmes de la modernité. Et en ce qui concerne la foi vers le progrès, l'interprétation de l'abstraction comme l'apogée de la modernité. Et ici, vous voyez des peintures de Malevich de octobre 1933. Et là, vous voyez à gauche, vous voyez un de ses amis et sur le fond, sur le mur, vous avez un carreau. Et puis, il y a son autoportrait. Et puis, on a aussi un autre carreau. Et enfin, la dernière peinture un peu impressionniste réalistique de Ivan Kuhn, un de ses amis. Et c'est le style iconique cubo-futuristique. Et si on regarde tout ça plus profondément, on peut comprendre que les œuvres de Malevich appelait ses œuvres au-delà du cadre de la raison, beyond reason en anglais. Et cette critique postmoderne grâce à cette critique postmoderne, les artistes russes ont dépassé le développement dans l'Ouest et seulement ceux qui se considèrent comme les développeurs de l'art dans l'Ouest, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils n'ont pas d'espace pour aller plus loin. Donc encore une fois, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que même un siècle plus tard, nous pouvons dire qu'il y avait peu de choses qui sont changées, mais il ne s'agit pas seulement des rapports entre l'esthétique de l'Est et de l'Ouest, de l'art russe, mais d'un problème global, d'un problème à niveau mondial. Il y a des artistes tchèques, mais aussi chinois, mais aussi d'Alaska, qui ont toujours le même dilemme. Donc, soit d'un côté l'identification masochistique avec les expectatives du spectateur, le active viewer. Donc, il s'agit de ceux qui font partie de l'art occidental, qui organisent beaucoup d'expositions dans les musées, dans les biennales, ou de l'autre côté, l'autre approche, si rester passivement avec une vision narcissique de l'art. Moi, je viens de République tchèque, mais j'habite en Allemagne et je suis encore la scène tchèque. Et je vois que là, il y a les deux parties qui sont représentées. Il y a des critiques, des artistes, des historiens de l'art, des commissaires qui ont toujours cette vision masochistique. Et
qui suivent les tendances du langage de l'Ouest. Et puis, de l'autre côté, il y a la deuxième partie, c'est-à-dire les passifs, qui suivent avec narcissisme une concentration intérieure dans eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment on peut sortir de ce rôle passif? Comment on peut devenir actif? Comment on peut devenir un sujet actif dans le débat global? Il faut utiliser la parodie, comme les Russes, comme les Turcs ou comme les Mexicains, les Brésiliens. Bon, c'est une bonne question. En ce qui concerne la Russie, aujourd'hui, on commence à comprendre beaucoup de choses. Ici, dans l'Ouest, avant, on n'était pas conscient de l'existence, par exemple, de ces ouvrages russes ou aussi des œuvres brésiliennes de Wojtyła. Bon, je vais conclure. Ok, je vais conclure. Encore quelques minutes. Et hier, on avait parlé d'une nouvelle approche de l'histoire de l'art, s'il faut avoir une approche verticale ou horizontale. Quelqu'un a dit aussi une approche diagonale. Mais moi, personnellement, je pense que, en fait, c'est égal. Parce que si nous acceptons cette conception de l'art qui part de l'Ouest, d'une conception occidentale, si on n'arrive pas à dépasser, à aller au-delà de tout ça, on ne sortira jamais de ce trou. Il faut considérer aussi tout ce qui a été fait à Prague, ou comme il nous a enseigné Tadeusz Kantor, il faut partir aussi des ouvrages de ces régions et de cette façon-ci, on peut confirmer les influences de l'Ouest sur l'art des pays de l'Europe centrale et orientale, avec une hégémonie occidentale. Moi, je pense que pour faire face à ce problème, il faut revoir, il faut réécrire les conceptions initiales en ce qui concerne les procédures, les approches, et il faut plutôt s'approcher à des mouvements qui ne font pas partie des canons. Hier, j'ai bien aimé le discours de Tomasz Pospisil quand il a parlé du réalisme socialiste et d'une nouvelle vision du réalisme socialiste, parce que il y a bien sûr des tabous et il faudrait revoir, réécrire aussi les préjugés qu'il y a autour de ces tabous. Par exemple, Wojtyła, il n'était pas intéressant au début. Au début, il n'était pas un objet d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il était un tabou, parce qu'on ne pouvait pas utiliser des éléments de l'art populaire. À l'époque, les critiques de l'art qui écrivaient sur l'art conceptuel, sur le minimalisme, etc., ils disaient que Wojtyła, il n'était pas un artiste minimaliste, mais il disait, en allemand, on disait unreinig, donc il avait pollué, il avait contaminé les pensées. Il avait donc fait des tâches dans le minimalisme. Et en même temps, j'étais très sceptique vis-à-vis du document 11 en 2002. Dans ce projet, on dit qu'il y a la possibilité d'avoir une voix, de pouvoir parler. Mais cette conception de l'art était très bien définie, même avant que ces gens avaient eu la possibilité de s'exprimer. Et il s'agissait aussi d'une discussion entre les intellectuels. Et tout ça faisait partie d'une discussion élitaire à niveau universitaire dans l'Amérique et surtout dans la côte est des États-Unis. Ce concept pourrait être utilisé de façon globale en Alaska, en Sahara,
au Tibet, etc. De nouveau, c'est dans le contexte de cette approche occidentale. Dans ce concept de l'art présenté par Okwim, de nouveau, ceux qui ont dû être mis en relief ne l'ont pas été. Donc, les Inuits. Ce qui a été présenté a été la confirmation de cela. La dernière exposition ou la dernière sous la tutelle de Caroline Bakiev a ouvert ce chemin aux artistes. Mais la question est, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on pourrait vraiment parler? Est-ce qu'il y a la possibilité de se laisser entendre? Un activiste hindou, Ravagipi Akravi, donc c'est la femme, dans un ouvrage qui est connu de la part de la critique d'art, a essayé d'appeler ces voix d'une façon. Je laisse à la fin la parole à cette critique d'art. Comment finalement cette narration historique bouge de la période coloniste jusqu'à la période postcoloniste, jusqu'à la mondialisation, et les informations est vraiment influencée par le concept de Freud. Merci de votre